Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes en direct de la deuxième édition du sommet LACOU 2025, le sommet des luttes sociales et environnementales des Outre-mer. Pendant 5 jours, une quinzaine d'associations venues des différents territoires travaillent ensemble, partagent leurs expériences et sensibilisent le public à leur cause. Nous, c'est le CLSE, l'association qui organise ce sommet. Nous sommes ravis d'accueillir ces organisations venues de Kanaki, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de la Guyane, de Wallis et Futuna et de l'Hexagone. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, LACOU Live Voix d'Outre-mer, produite en partenariat avec Underground Productions, que nous remercions chaleureusement. On vous invite d'ailleurs à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Dans cette émission, nous allons découvrir ensemble les associations participantes. Nous allons les recevoir une à une pour comprendre leur histoire, leur mission et leurs combats prioritaires. Sur ce premier plateau, nous accueillons 3 organisations de Martinique et nous allons commencer avec l'Assopamar, représentée par Rosalie Cachette. Bienvenue. Merci beaucoup. Ensuite, le COADEP, représenté par son président Yvon Serenus. Bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous d'être là. Accueillir. Avec plaisir. Et nous enchaînerons ensuite avec Lilith, qui représentera le duo Lilith et Chacha. En introduction de ce plateau, j'aimerais tout simplement vous demander de vous présenter et de nous dire brièvement ce qu'est votre association, où vous êtes implanté et quelle est votre mission principale. Si on peut commencer par vous, Rosalie. Oui, je vais commencer tout de suite. Je suis la présidente de la SOPAMA. Alors, la SOPAMA, c'est l'association de sauvegarde de protection de l'environnement en Martinique. Donc, c'est une association écologique qui a pris naissance il y a 45 ans. Alors, on est une association d'intérêt général et on protège tout ce qu'il y a comme pollution, mangroves, forêts, bois, la nature en général, et le cadre de vie aussi fait partie de ce que nous faisons en Martinique. Voilà. Ok, une association très importante, donc merci à vous pour cette présentation. Yvon, si vous voulez bien nous présenter le COADEP. Oui, le COADEP est toute jeune, puisqu'on a créé officiellement en 2020. C'est à l'initiative des ouvriers agricoles qui a mené la grève de 1974, qui a eu 2 morts. Et ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé de faire quelque chose. Au moment que le rapport de Serge Letchimy, député Letchimy, est sorti, il nous disait que c'est nous qui utilisions le poison à main nue, sans protection. Alors, il faut faire quelque chose et on ne parle pas beaucoup de nous. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a créé le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides et les ayants droit. Lilith, bonjour. Bonjour. Enchantée. Bienvenue à vous. Vous représentez ici un duo, donc le duo Lilith et Chacha. Est-ce que je peux vous demander tout simplement de nous expliquer qui vous êtes, quel est l'objectif justement de ce duo, où est-ce que vous êtes implanté, pour qu'on comprenne un petit peu votre mission. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est un duo qui est né de notre rencontre avec Yvon, qui est président du collectif des ouvriers agricoles. Nous, on est militants à la base et mon conjoint Chacha est militant pour les droits des ouvriers. Et notre rencontre avec Yvon, en fait, n'a fait que marquer le point de non-retour, je dirais, dans la lutte, parce qu'une fois qu'on sait, on ne peut plus détourner le regard. Et donc, voilà, on est un couple qui nous sommes engagés auprès du COADEP à essayer de faire ancrer le combat du COADEP et de leurs adhérents, justement, ici, aussi en France hexagonale. Parce que quand j'ai rencontré Yvon, je ne comprenais pas comment c'était possible que ici en France, on ne soit pas au courant de l'ampleur du chlordécone et de l'ampleur du combat que les ouvriers et ouvrières mènent en Martinique. Alors que le fruit de tout ce travail, donc la banane, est quand même consommée ici en grande majorité. Et donc, je ne comprenais pas du tout cette espèce de dichotomie entre les deux situations. Et donc, c'est de là qu'est né notre duo avec mon conjoint et on a essayé de représenter au mieux le collectif ici en France. Ok,
Super, merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, hein, en Martinique, la question de l'accaparement des terres reste centrale. Le scandale du chlordécone, vous venez d'en parler, continue de marquer les esprits. Il y a eu la décision de non-lieu assez récemment, le report de l'audience à l'année prochaine qui a marqué en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent et qui sont au courant de ce sujet. La Sopamar, on l'a dit, fête ses 45 ans de lutte et les mobilisations sociales contre la vie chère aussi montrent encore la force de la société civile. Aujourd'hui, vous avez tous les trois des convictions, des missions et un combat à mener. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des obstacles que vous rencontrez au quotidien justement pour essayer de donner de la visibilité à vos sujets ou simplement pour mener les combats que vous essayez de mener? Oui. Rosalie. Alors, pour parler d'obstacles, en fait, nous évitons justement, nous essayons de nous écarter un petit peu de ces obstacles, puisque vu que nous siégeons nous-mêmes dans plus de 22 commissions par arrêté préfectoraux, donc ce qui fait que aujourd'hui, nous savons déjà en amont ce que nous allons faire. Les obstacles que nous rencontrons, en fait, c'est surtout, par exemple, à des décrets qui sont pris au niveau de la France, et nous, en tant qu'association écologique d'intérêt général, c'est à partir du moment où il y a un projet qui va se monter, par exemple, sur la Martinique, que nous découvrons qu'il y a une dérogation qui a été faite, comme tout pour le chlordécone, une dérogation, tout comme, par exemple, la dérogation de la prescription trentenaire, en fait, qui est passée de 30 ans en France et qui arrive à 10 ans en Martinique, où on a le temps de spolier la population. Et si nous défendons justement cette partie, c'est parce qu'en fait, nous disons que 10 ans, c'est tellement vite fait que vous avez vos enfants qui partent étudier en France et quand ils reviennent, ils n'ont plus de terre. En fait, on dit que ces obstacles-là que nous rencontrons justement, ce serait de permettre qu'en amont, nous savons, de par nos députés, ce qui sera voté, ce qui sera amendé, ce qui sera dérogé pour que nous puissions avancer avec le peuple martiniquais, mais pas sans le peuple martiniquais. Et nous disons que nos politiques ont un grand rôle à jouer, mais que ce rôle-là, à l'heure actuelle, n'est pas joué parce que c'est trop souvent sur Internet, lorsque nous cherchons dans le fil des amendements ou bien des décrets, que nous constatons qu'il y a une loi qui a été votée et que la loi est anticonstitutionnelle par rapport à la charte de l'environnement que nous défendons. Et c'est pour cette raison que la Sopamar est toujours mobilisée sur le terrain, ou sinon nous mettons en confrontation avec les administrations le plus souvent, pour leur dire non, écoutez, vous ne pouvez pas faire sans la vie citoyenne, en fait, sans la population. Oui, c'est un combat pour qu'on puisse faire avec. Et non pas sans vous, justement, sur ces enjeux-là. Ok, très clair. Yvon, de votre côté, est-ce qu'il y a des obstacles, justement, spécifiques que vous voudriez mettre en avant? Oui, les obstacles qu'on trouve spécifiques à la Martinique, je pense que c'est avec les administrations sur la question de l'eau, par exemple, l'eau qui est pour traiter la banane après récolte, cette eau, c'est une eau qui est puisée dans des cours d'eau de la Martinique qui est hautement toxique avec des matières fécales. Et c'est avec cette eau-là qui lave la banane. Et cette année, on a porté l'accent surtout sur la question de la santé des femmes. Et devant ces bacs d'eau, il y a beaucoup la plupart des ouvriers agricoles sont toute la journée en train de barboter dans cette eau. Et là, on voit les conséquences sur la santé des femmes, notamment parce que l'eau coule dans tout leur système intime, le système de reproduction. Et là, il y a beaucoup de cancers de l'utérus qu'on retrouve dans ces cas-là. Et on a fait une réunion avec le préfet, la direction de l'agriculture, l'ARS, la DEAL. Et Madame le préfet nous a dit, personne n'a jamais demandé de puiser de l'eau dans les rivières. C'est faux. Et comme ça, elle a fait un sang de pirouette pour s'en sortir. Et puis là, jusqu'à maintenant,
on n'a pas de résultat. Et cette banane est exportée vers la France avec de l'eau qui est hautement contaminée. Et puis cette eau, ils rajoutent du chlore, et deux autres fongicides dans cette eau. Et cette eau qui est chargée et rejetée dans les cours d'eau de la Martinique qui est déjà hautement toxique. C'est pourquoi on dit l'empoisonnement continue dans notre pays. Et puis il y a d'autres obstacles sur tous ces éléments, les éléments qu'on travaille, sur l'eau, sur l'épandage des pesticides, les gens qui vont faire du sport après dans la banane, après rejet des fongicides. Et tout ça, on trouve notre obstacle vraiment, c'est l'administration qui nous met des bâtons dans les roues. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on associe très généralement le chlordécone au cancer de la prostate, qui est plutôt qui touche plutôt les hommes. Donc là, que vous mettiez aussi l'accent justement sur la santé. Les cancers de la prostate, c'est un petit bout qu'ils ont mis pour essayer de faire un petit girouette pour détourner les choses. Et parce que, d'après ce qu'on a appris scientifiquement en Martinique, que les femmes sont beaucoup plus touchées par cet empoisonnement parce que les petites doses et les fortes doses donnent à peu près les mêmes pathologies, mais les femmes, on trouve, il y a beaucoup de cancers de la thyroïde pour les femmes parce que c'est un perturbateur endocrinien qui est néfaste notamment à les femmes, les petites doses. D'accord, très intéressant. C'est vrai que donc on a un vrai problème de visibilité sur ce sujet-là, donc on voit vraiment par un prisme finalement assez réduit, alors que c'est un vrai problème de santé publique assez général, donc ce qui est votre combat aujourd'hui. J'imagine que vraiment ce que vous voulez, c'est donner de la visibilité à ça. Aujourd'hui, est-ce que vous y parvenez à travers votre duo? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles, ou est-ce que vous avez l'impression quand même de réussir à tracer votre chemin sur ce sujet? Alors, si je peux me permettre, premièrement, je voudrais juste compléter ce qu'ont dit les camarades. Absolument. Concernant les obstacles à la reconnaissance. Structurellement, déjà, dans une société postcoloniale, il y a déjà un obstacle, c'est justement l'état de cette société postcoloniale. À savoir que non seulement la France est un pays qui a énormément de mal à mettre en place la reconnaissance des pathologies professionnelles, déjà dans sa structure même franco-française. Alors, allez voir maintenant dans une société postcoloniale. Il y a aussi l'obstacle sur lequel je rebondis avec Yvon, qui parlait de la santé des femmes, c'est que forcément, quand on a des projets pilotés qui ne sont pas au fait des avancées du terrain, on arrive à des biais comme rester bloqué sur le cancer de la prostate comme reconnaissance de pathologie. Complètement. Et on ne voit pas toutes les multipathologies qu'il y a derrière parce que les gens ne sont pas sur le terrain. Là où je rejoins les camarades Rosalie et Yvon aussi, c'est que ce manque de connaissances de terrain, cette gestion qui est encore depuis la France, et là je vais mettre le mot métropolitaine exprès pour bien montrer le système de domination entre les territoires et la France, cette manière de gérer les affaires qui concernent les territoires d'outre-mer, elle reste toujours biaisée par un œil qui est uniquement franco-français. Donc, quand on n'est pas sur les réalités du terrain, quand on ne voit pas justement comment les personnes vivent, l'expérience même des personnes est incarnée, on ne comprend pas les problèmes qui régissent dans nos territoires. Et j'ajouterai aussi que les obstacles premiers, c'est les obstacles qui encadrent notre économie. On a une économie de plantation qui dirige chez nous. Et donc, cette économie de plantation qui est héritée du système de l'Union européenne, avec l'économie de l'Union européenne, quand on a tout ce cadre-là structurant, on met à côté de ça la santé des travailleurs face au poids capitaliste. En fait, on ne fait pas le poids. Donc déjà, en fait, tout ça amène à tout ce qu'ils ont dit. Et ça se voit justement dans la reconnaissance des pathologies, dans le non-respect des lois qui sont adoptées. Et en fait, ça va engendrer des problèmes à la fois économiques, sociétaux et sanitaires. Donc ça, c'est les premiers obstacles pour moi. Et les deuxièmes obstacles, et après je vais aller sur ce que vous m'avez demandé, c'est le manque de visibilité, le manque de non-exclusion des espaces de discussion. On est très souvent contacté pour prendre la parole, faire des tables rondes, uniquement pour apporter justement notre vision, effectivement, mais on ne fait jamais partie de ces espaces de décision
où les gens décident d'organiser des choses et nous sommes en amont dans l'organisation. On arrive toujours après. Donc, les espaces de discussion ne sont pas forcément ouverts. Ils ne sont pas forcément inclusifs. Donc, je dirais ils sont plutôt exclusifs. Et le fait aussi que, encore une fois, on est dans un système qui, je dirais, va trier un peu les citoyens. Donc déjà, quand on trie les citoyens venant en partie à cause de leur présence géographique, ça emmène à toutes ces dérives-là et ça emmène au fait que, justement, on a des obstacles. Donc, les politiques publiques sont de vrais freins et dans cette société dans laquelle on vit, j'emploie le mot de post-colonial parce qu'il est vraiment incarné, je vois que ces obstacles-là ne nous aident pas à avancer. Et là où notre duo, justement, essaye de faire rendre visibles les choses, c'est que c'est triste à dire, mais on a besoin de se servir de notre corps pour manifester. Parce que nous, on n'a pas les moyens de Greenpeace pour aller faire des grandes campagnes de visibilité, visibilité du problème du chlordécone et en fait de tout l'écosystème qui est autour du chlordécone. Donc, ce manque de visibilité fait que nous, on va mettre notre corps à profit pour ça. Donc, on fait des marches qui sont relayées, c'est vrai, mais on doit quand même faire cet effort-là. À côté de ça, ça a un impact positif quand même, parce que du coup, les gens sont touchés par la démarche et vont aller voir ce que nous faisons. Bien sûr, ouais. Mais on reste toujours dans ce problème où, quand la parole est noire, elle n'est pas entendue. Et ça, c'est un des problèmes principaux ça, c'est le plus auxquels gros vous êtes problème. confrontés. Exactement. Après, j'imagine qu'il y a quand même des lueurs d'espoir et aussi des choses intéressantes qui se mettent en place. On va faire une transition directe avec le sommet LACOU où nous sommes réunis aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous d'être là au sein de ce sommet ? Alors, pour nous, c'est une très belle chose parce que j'ai participé au sommet LACOU de 2024 et j'ai été tellement étonnée d'entendre de la bouche de Sabrina que les dom-toms ne faisaient pas partie de la charte européenne. Donc, ça m'avait tellement surprise et pourtant, nous cherchons les décrets et depuis 60 ans, on n'y était pas. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai mis les réseaux en place. Avec une militante, nous avons tout de suite fait le nécessaire pour que tous les Martiniquais, en tout cas, soient au courant de cette faille de la justice. Et je crois que ça a marché, puisque nous voyons maintenant que nos députés ont repris la bataille de Sabrina, qui n'est plus seule, en fait, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très entendue. Et bien, cette année-là, je me réserve la surprise avec LACOU 2025 de savoir ce qu'elle a à nous proposer pour pouvoir faire la même chose. Je suis là et je regarde et puis je ramène pour mon pays ce qu'il y a de plus beau de LACOU 2025, 2024, 2027, 2028. Et à chaque fois, on viendra récupérer quelque chose pour pouvoir prouver parce que nous savons que nous sommes seuls, comme disait Lilith, et que nous n'avons qu'à nous tenir par la main pour pouvoir avancer avec le peuple parce que nous pensons que demain, la cité sera gérée par ce peuple-là et nous allons vers cela. Nous ne comptons plus sur les seuls politiques parce qu'en fait, en réalité, nous constatons qu'en fait, on est les oubliés du pays. Comme Lilith disait, nous sommes à la SOPAMA toujours en train de se battre avec notre corps, de se mettre devant les tracteurs pour empêcher la bétonisation, de se mettre devant les tracteurs, les camions, de se coucher par terre, etc. C'est ces mobilisations-là que nous faisons depuis 45 ans pour être entendus, alors que nous aurons pu être entendus avec rien que ne serait-ce la charte européenne, la charte environnementale, en fait. Voilà. Je pense que c'est un très beau mot de conclusion. Merci à tous les trois de nous avoir accordé du temps. Merci à vous d'être là au sommet. Et j'espère vous revoir très bientôt. On va enchaîner avec le prochain plateau, donc restez avec nous. Merci beaucoup.
Nous allons donc voyager maintenant entre la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, puisque nous accueillons François Thibert, président de l'université Zarboutan. Moi, elle est là. Bonjour tout le monde. Steve Salim, fondateur de Guadeloupe Forever et du label Naturel Pays. Bonjour à tous. Bonjour. Et Yvan Goua de Trop Violence. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va démarrer avec une question assez simple où je vais vous demander simplement de vous présenter, de présenter votre association, de nous dire où vous êtes implanté et quelle est votre mission principale. Si on peut commencer avec vous, François. Pas de problème. François Thibert. Je suis de la Réunion, l'île de la Réunion, l'océan Indien. Et à la Réunion, je suis dans l'ouest, à l'ouest et haut de Saint-Paul, dans les montagnes, à 900 mètres d'altitude, installé depuis 40 ans sur un terrain, une dizaine d'hectares, et je fais de l'agriculture. Je suis agriculteur et aussi tisaneur. Tisaneur, ça se traduit par d'autres îles. Si on dit praticien, on dit peut-être en Guadeloupe aussi, l'homme feuille, je ne sais pas comment vous dites ça chez vous en Guyane, médecin feuille. Médecin feuille. Donc c'est un exercice, une activité vraiment qui me tient à cœur, et au sein de l'université Zarboutan, l'association qu'on a créée il y a quelques années, on tient à garder, à préserver, à transmettre les savoirs et savoir-faire traditionnels. On sait bien que dans nos îles, là, on a de précieuses je dirais, traditions qui ont failli se perdre avec toute l'avancée, je dirais, occidentale, et que c'est quand même intéressant et quand même urgent d'avancer là-dessus sur ces préservations, parce qu'on a bien vu pour le Covid, pour le chikungunya, si on n'était pas là avec les plantes, les tisanes, les plantes médicinales, beaucoup de personnes seraient passées de l'autre côté. Ok. Voilà, un petit peu savoir-faire traditionnel à préserver à travers l'université Zarboutan. Ça englobe beaucoup de choses. La nature, les infrastructures qu'on peut les constructions, beaucoup d'éléments de vie, je dirais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et surtout, excuse-moi, et surtout, venir vers nos Zarboutans. Zarboutan, c'est un terme créole qui veut dire les vieux, les anciens qui connaissent. C'est eux qui nous transmettent ça. Aller vers eux pour ne pas les laisser sur la touche, pour ne pas, à un certain moment de leur vie, les laisser sur la touche, pour pouvoir prendre, apprendre, comprendre et partir avec leur savoir. D'accord. Alors, merci. Très clair. Merci beaucoup. Steve ? Oui, bonjour, Steve Salim. Je suis le fondateur de Guadeloupe Forever, de Naturel Pays. Je suis agro-entrepreneur, agroéconomiste, agroécologue, on peut dire tout ça, défense de la nature, de l'environnement. On a créé Guadeloupe Forever, dans un premier temps, c'était pour favoriser, mettre en avant les cultures locales. On voulait vraiment généraliser cette distribution de fruits et légumes en Guadeloupe, se réapproprier nos saisons. La saisonnalité est très importante. Et on a fait ça sous l'égide d'une charte qui s'appelle Naturel Pays, qui veut dire tout ce qui pousse naturellement sans intervention chimique de l'homme. Donc on intervient beaucoup pour transmettre, éduquer, entre guillemets, instruire sur les effets de la saisonnalité sur notre santé, pour lutter contre différents fléaux qu'on a en Guadeloupe, comme, on va dire, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Yvan ? Et donc, bonjour, Yvan Goua. Je suis porte-parole de l'association Trop Violence. Trop Violence pour dire trop de violence, en français. Donc, parce que souvent on a l'impression que c'est plutôt pour dire trop violent. Enfin, nos détracteurs aiment bien dire trop violent, comme quoi qu'ils savent pas traduire, trop de violence. Mais nous, c'est vraiment pour dire, en fait, trop de violence, qu'elle soit administrative, physique ou morale. Donc, nous luttons contre toute forme d'injustice. Ça fait 10 ans qu'on existe. Tiens, on va bientôt fêter nos 10 ans fin octobre. Donc, le 27 octobre 2015, c'était l'année de notre création. Et on lutte contre toute forme d'injustice, donc qu'elle soit... enfin, toutes les violences, plutôt, je vais appeler ça des violences. Alors, administratives, pourquoi ? Parce qu'effectivement, nos territoires administrés depuis l'Hexagone, en fait, c'est une vraie violence, encore aujourd'hui. Pourtant, en 2025. Pourquoi ? Parce que toutes les décisions se prennent loin de nous, sans nous, souvent, et avec en plus de réels impacts et de réelles violences à notre encontre.
Les violences physiques, bah oui, nos territoires, c'est beaucoup de délinquance, c'est beaucoup de 54 homicides en 2024, quand même, en Guyane, le territoire le plus violent, en fait, même des Outre-mer ou de France, parce qu'il y a beaucoup d'homicides, en fait, des meurtres, en fait, tous les 4 matins. Et puis, l'aspect trafic de drogue, on est quand même à côté. Alors, nous, on subit les lois européennes. C'est bien d'avoir des fonds européens. Moi, je ne dis qu'on vient pas, ça peut nous aider. Ça met un peu voilà. Mais derrière, en fait, on a aussi les lois. Et pourtant, mes 2 frontières, moi, elles sont soit d'un côté Brésil et de l'autre côté Suriname. Donc, j'ai rien d'européen. Et pourtant, j'en subis les contraintes. Donc, derrière, c'est aussi une violence pour nous. Et puis, enfin, les violences morales, bon, tout le monde connaît un peu le harcèlement, par exemple, la crise sanitaire. Mon camarade en a parlé. Ça a été très violent pour l'isolement, pour nous, les restrictions de liberté. On ne pouvait carrément pas voyager, nous, les Outre-mer, comme c'est que ça venait de nous, alors que le truc venait de la Chine. Donc, voilà, c'est des années de lutte, de militantisme, et aussi en parallèle de propositions de solutions. Parce que depuis les mouvements sociaux de 2017, donc l'association Trop-Violence et les 500 frères que tout le monde a connus, puisque c'est 2 structures distinctes avec les cagoulés, mais le président de l'association Trop-Violence était président aussi des 500 frères, président d'honneur. Et donc, derrière, en 2017, c'est un mouvement social qui a quand même donné les accords de Guyane, avec différentes mesures, normalement, pour favoriser le développement de notre territoire, lever quelques freins, etc. Et pour se rendre compte qu'on est encore au combat, encore aujourd'hui. Et effectivement, ça nous fait plaisir d'être à l'ACOU 2025 et de pouvoir sortir, encore une fois, toutes les revendications et toute la Guyane, la faire sortir de sa Guyane, nous faire sortir de Guyane. Merci beaucoup. Porter tous les 3 des vrais beaux combats distincts. Donc, évidemment, la question de l'agriculture et des productions locales, cette question de la transmission des savoirs, et puis cette lutte contre l'insécurité et la justice sociale. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire finalement des liens, des connexions entre ces 3 combats Bien sûr. Moi, je vais commencer déjà comme on est social. Donc derrière, c'est vrai que dans le social, il y a nous une partie, en tout cas nous, notre association, on y croit vraiment sur développer l'identité, sur retour à l'identité. Et donc effectivement, François me parle parce que derrière, on fait beaucoup d'ateliers. On appelait ça l'école Larry, nous. Beaucoup d'ateliers pour découvrir les richesses de la Guyane. Et donc nos richesses, elles soient au niveau de la langue, puisqu'on a différents peuples. On a quand même, nous, la chance d'avoir des peuples amérindiens, des peuples bushinagés, des peuples créoles sur un même territoire. Donc c'est une richesse. Et donc aussi l'art ancestral dont on est imprégné, qu'on soit créole, bushinagé ou amérindien. Et puis après, si on n'a pas de terre, on ne peut pas développer un territoire, quoi. Donc la terre, c'est une richesse primaire avec ce qu'on mange, ce qu'elle nous permet de nous nourrir, de nous soigner, etc. Donc non, moi je suis très bien avec mes copains. On est en famille, on est bien. Très bien. Tout à fait. On peut continuer effectivement à dire que de toute façon ces 3 combats sont liés avec d'autres. On a parlé de transmission. Je peux aller plus loin. Le jardin créole, c'est un héritage commun à pratiquement toutes les cultures qui sont là. C'est les Amérindiens qui l'inventent en créant les premières cultures à côté des habitations. Et chaque culture, chaque ethnie a amené quelque chose à ce jardin créole. Les premiers colons, même eux, ont amené quelque chose. Les Afro-descendants, les populations indiennes ensuite sont arrivées, ont amené des choses aussi. Toutes les communautés ont amené quelque chose au jardin créole, ont enrichi ce jardin créole. Et ça permet de dire que le vivre ensemble peut apporter des choses vraiment prodigieuses. Donc transmettre, c'est quelque chose, mais aussi lutter contre certaines choses. Tu parlais de violence, mais on peut parler de violence au niveau agricole aussi. Vous savez que 90% des aides totales de l'agriculture vont à 3 cultures qui sont destinées à l'exportation, c'est-à-dire la canne, la banane et aujourd'hui le melon. Ce sont 3 cultures qui sont favorisées, produites pour pouvoir être envoyées ensuite en métropole. Le sucre, la banane et le melon, les meilleurs. Ce sont 3 cultures qui détruisent le pays, une violence extrême avec le chlordécone, qu'on a connu pour la banane, le glyphosate pour la canne, qui est hyper utilisé, tout ce qui est désherbant, et les fongicides pour le melon. Il ne reste que 10% d'aide pour pouvoir nourrir la population et le peuple. Ce qui est vraiment un véritable scandale. On parle d'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas avoir une autosuffisance alimentaire aujourd'hui si on n'a pas une meilleure répartition de ces aides.
C'est une volonté de privilégier ce qui est tourné vers l'extérieur, donc une forme de colonialisme toujours. Je sais que c'est un mot qui choque, qui n'est pas aimé par tout le monde, mais aujourd'hui, c'est une réalité encore. Nous sommes sur le même schéma que pendant l'esclavage. Voilà. Et c'est en ça, j'imagine, que l'importance de la transmission des savoirs ancestraux joue un rôle important aujourd'hui. Les savoirs ancestraux, c'est notre racine, c'est nos racines, c'est notre mémoire. On a un devoir de mémoire à transmettre, parce que ceux qui sont passés avant nous, ils ont été dans des recherches pour trouver tout ça. Ils ont été pendant des décennies à vivre dans des conditions, je dirais, difficiles, très 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 dures. Aujourd'hui, on a les facilités pour se connecter. Ça, c'est une belle chose, bonne chose. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont seraient attirés par la terre. La terre, c'est une priorité, comme disait la sœur. La terre, c'est une priorité parce que la terre nous donne à manger, la terre nous porte, la terre nous nourrit, la terre nous soigne. Qu'est-ce qu'on fait de cette terre-là? L'agriculteur aujourd'hui, il suit un courant où c'est que s'il n'y a pas de subvention, il peut pas travailler, il peut pas produire. Je pense que il y a aussi d'autres domaines. Tu parlais de la canne, tu parlais des productions qui sont produites pareil à La Réunion. On est quand même à La Réunion un territoire où c'est que on mange par jour 80 tonnes de riz. 80 tonnes de riz, on ne produit pas seulement, même pas 100 kilos de riz. On a commencé il y a 40 ans à faire du riz, mais ça a échoué parce que les importateurs nous ont coupé l'herbe sous les pieds. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent commencer à refaire ça. Je pense qu'il y a possibilité d'aider au départ peut-être à produire du riz et puis à faire en sorte que, au fil du temps, les gens deviennent autonomes. Il n'y a pas que le riz. On a aussi à miser sur d'autres productions, que ce soit le fruit à pain. On a lancé des campagnes là pour planter du fruit à pain, mais ça suit doucement, ça suit peut-être pas un rythme qui pourrait aider à produire suffisamment dans les années à venir. On est une île, on est un galet dans l'océan, et le jour où c'est qu'il y a quelque chose de catastrophique qui nous arrive d'extérieur, on ne peut plus rentrer les bateaux ou les avions, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une population... On l'a vu pendant le confinement, tu le disais tout à l'heure, même pour la nourriture. C'est-à-dire que si demain, il se passe quoi que ce soit au niveau des graines, au niveau des semences, si on ne prend pas en main notre agriculture et notre avenir au niveau de la nourriture, mais aussi on va dire, de savoir se soigner comme tu le fais, on a de vrais problèmes. On doit transmettre les bonnes choses à nos enfants aussi. Qu'est-ce que la nature nous apporte, à quel moment et pourquoi les manger? Tu parlais de tout ce riz qui arrivait, mais je parle de tous ces produits qui arrivent chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Ce sont souvent des produits qui sont hyper riches, qui nous apportent des choses qui nous rendent malades, alors que nous avons tout chez nous pour nous soigner et pour nous alimenter sainement. Tout à fait. On va conclure avec votre présence ici, parce que nous sommes réunis pour le sommet Lacou. Est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous d'être ici, d'être là? Le Lacou est jeune, le Lacou est très jeune, et vous avez déjà une belle expérience, on a déjà une belle expérience. C'est la première fois dans l'histoire de nos îles qu'on peut se rencontrer, les filles et les fils d'esclaves, de gens qui ont été déportés pendant des décennies, pour pouvoir se rencontrer et partager ensemble les mêmes valeurs, partager ensemble la même histoire à travers ce qu'on peut développer, ce qu'on peut avancer pour aller plus loin, pour transmettre à ceux qui viennent après nous, une belle image de ce que ça peut être les îles unies à travers les océans, que ce soit océan Indien, océan Pacifique et ailleurs aussi, Atlantique. Et là, on commence quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir vraiment se donner la main, et arriver à ce que les jeunes prennent conscience et prennent cette volonté-là pour aller très loin même pour l'avenir. Je vous donne la main aussi. Une initiative importante en fait, de fédération et puis d'outillage. C'est très important. On a la sensation que le sommet Lacou a créé quelque chose où on se sent chez nous, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Nouvelle-Calédonie. On a un pendant commun dans tous ces territoires et j'en ai la chair de poule.
J'en ai la chair. C'est très très fort. Je vous Merci. remercie beaucoup pour ces mots. Merci. Merci à vous d'avoir été là, parce que c'est grâce à vous que tout ça Je existe regarde, aussi. mon frère. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à vous suivre sur les réseaux sociaux pour aussi poursuivre la conversation, vous soutenir dans les différents combats. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous Merci à pour vous l'accueil. tous, à vous Pour tous. l'accueil. Merci. Nous allons donc en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, où la question de l'indépendance et de la démocratie est au cœur de l'actualité. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Bétrancourt, président de Nos Avis. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ainsi que Jean-Yves Nomoigne, représentant des chefs coutumiers au sein de l'Alliance des Royaumes Kanak, Inat Né Kanaki. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Je vais vous demander tout simplement de nous faire une brève introduction de qui vous êtes et de qui est votre association, de là où vous êtes implanté, et quelle est votre mission principale, s'il vous plaît. Je Bien. vous laisse commencer. Ok, merci. Donc, effectivement, je suis le président d'une association qui s'appelle Nos Avis. Elle est implantée en Nouvelle-Calédonie. Et son objet principal, c'est tout ce qu'on appelle la participation citoyenne aux politiques publiques. C'est-à-dire, autrement dit, comment on fait en sorte que le citoyen puisse avoir sa voix dans toute la fabrique des politiques publiques, qui commence à qu'est-ce qu'on fait et comment on évalue tout ce qui a été fait. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je développe plus. C'est déjà très bien. On développera un petit peu par la suite. Jean-Yves, je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je suis coordinateur, je joue le rôle de coordinateur au sein du secrétariat permanent de l'Alliance des Royaumes Kanak. Et donc je suis missionné pour justement porter la parole des grands chefs coutumiers du Kanaki. Très bien, je vous remercie. On l'a vu, la Kanaki est effectivement traversée par pas mal de débats politiques assez intenses, notamment autour de l'accord de Nouméa et sur l'indépendance. Certaines voix, et notamment celles des chefs coutumiers, sont encore assez peu entendues. Aujourd'hui, comment est-ce que vos associations, justement, arrivent à faire entendre ces voix, à donner de la visibilité à ces voix, et quels sont les enjeux majeurs que vous pouvez avoir envie de partager aujourd'hui? Jean-Yves, si vous voulez démarrer. Oui, déjà pour commencer, c'est le contexte lui-même qui fait qu'il y a une émergence de ces formes d'organisation, déjà au niveau de la société civile, mais aussi que les chefs coutumiers sortent de leurs réserves, on va dire. C'est le contexte qui les pousse à le faire. Parce que actuellement, en Nouvelle-Calédonie, on parle de l'avenir du pays, de l'avenir des institutions. On parle de projets de société. On parle de redéfinir les relations avec la France, etc. Et donc, avec plus d'une trentaine d'années d'institutions à l'issue des derniers accords politiques, les populations aspirent à autre chose. Et c'est pour ça que les coutumiers sont aussi de la partie pour réfléchir à l'avenir. Ce qui est important. De votre côté, Jérôme? Je pense qu'avec Jean-Yves, on partage un petit peu les mêmes réflexions. Si je me positionne, alors évidemment, moi, je suis pas Kanak, ça se voit. Par contre, je suis un citoyen, et je suis un citoyen frustré et en colère. Frustré et en colère parce que depuis effectivement les accords politiques, depuis une quarantaine d'années, si on regarde à quel point les inégalités sociales ont été réduites, zéro. Si on regarde à quel point on a préservé notre environnement, zéro. Et donc, j'ai 3 enfants qui sont nés effectivement en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et je vois leur avenir s'assombrir, et ça me met très en colère. Alors, c'est le sens je pense, alors déjà de mon engagement, et je pense que si effectivement le peuple kanak émerge à travers ses coutumiers, c'est aussi à cause de cette frustration-là. Donc on se rejoint sur la frustration. Et puis voilà. Et la conclusion, c'est que on a beau
la société civile s'organiser. Il y a, comme en Hexagone, plein d'associations qui œuvrent pour l'alimentation, qui œuvrent pour le social, qui œuvrent pour la santé, etc., etc. Mais en réalité, ça fait pas bouger les lignes. Donc, je crois que ce qu'on partage, c'est une interrogation sur le système de gouvernance qui est en place depuis ces 30 ou 40 dernières années, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, comme en Hexagone d'ailleurs. Et donc, en tout cas, sur le côté Novi Nusavi, nous, on s'interroge beaucoup sur ce système et on travaille à essayer, parce que c'est difficile, essayer de le modifier, notamment à travers toutes les techniques participatives sur lesquelles je pourrais revenir après. Voilà. Oui, avec plaisir d'ailleurs, si vous voulez nous en dire un petit peu plus justement sur ces techniques. Non, je ne veux pas monopoliser. Non, c'est vous qui. On reviendra après à Jean-Yves sans souci, mais vous pouvez tout à fait nous en dire un petit peu plus. Ok, merci. Donc Novi Nusavi, en fait, elle travaille sur un axe principal, effectivement, c'est un axe méthodologique. C'est-à-dire, en fait, comme je disais tout à l'heure, comment on fait, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour que le citoyen, à un moment, ait voix au chapitre. Donc c'est assez connu, ça fait une trentaine d'années que dans le monde, on voit la résurgence de tout un tas de mécanismes comme les assemblées citoyennes, les jurys citoyens, etc., etc. Donc on travaille beaucoup sur ces dispositifs-là. Plus spécifiquement à Novi Nusavi, on a fait ces 2 ou 3 dernières années beaucoup d'ateliers justement en tribu et comment on fait redescendre cette participation citoyenne au niveau des tribus et des quartiers, donc avec des formats d'ateliers particuliers, des plateformes numériques pour recueillir les travaux, etc., etc. Donc il y a tout un axe comme ça méthodologique qui se passe aussi en Hexagone, on sait pas. Donc comment pratiquement on fait pour faire que les citoyens travaillent et aient voix au chapitre lors de la fabrique des politiques publiques. Ça, c'est le premier axe qu'on a beaucoup travaillé sur ces 3-4 dernières années. Et là, on commence, parce que malheureusement, c'est obligatoire, à aller vers un axe plus politique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut reprendre le pouvoir, puisque méthodologiquement, en fait, les choses sont assez matures, même si elles sont encore améliorables, mais on sait comment faire participer les citoyens aux politiques publiques. Par contre, politiquement, il y a effectivement systématiquement un blocage. Donc, à un moment, il faut vraiment se poser la question, comment on reprend le pouvoir pour le redonner, pour le redistribuer. Et là, en l'occurrence, notre axe de travail, c'est surtout à travers on commence tout juste, mais à travers les mairies, et notamment en connexion avec les mairies participatives en Hexagone. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De votre côté, Jean-Yves, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à donner une visibilité, à donner vraiment cette plateforme finalement aux gens qui n'arrivent pas à faire passer leur message? Déjà, nous sommes sur un terrain, un niveau juridique, parce que on parle vraiment de droit autochtone, le droit du peuple premier, qui est complètement, avec le système actuel, qui est complètement mis de côté, qui n'est pas pris en compte. Parce que tout est institutionnalisé, on va dire, tout est dans l'administration, et donc on a du mal justement à faire fonctionner notre société sans prendre en compte les valeurs, on va dire, de la culture kanak, de la civilisation kanak. Et ce qu'on reproche, les coutumiers ont reproché à ce qui a été signé récemment, le 12 juillet, donc ce qu'ils appellent l'accord de Bougival, c'est que à l'intérieur de cet accord, il n'apparaît pas justement cette question de l'identité kanak, et même dans les discussions qui ont suivi cet accord, cette question-là est laissée de côté. C'est-à-dire que c'est toute une discussion à part entière qui doit se faire sur cette thématique-là, parce que ça concerne directement le peuple premier. Et donc, voilà, d'où la nécessité pour nous, l'obligation d'aller chercher de l'aide au niveau international, dans les réseaux, dans toutes les relations qu'on peut avoir avec des organisations qui peuvent nous aider à ce niveau-là. D'accord. Une transition parfaite justement sur votre présence aujourd'hui ici à l'ACOU 2025. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en un mot, justement, d'être là? Vous parlez justement de la force d'avoir un réseau et justement d'aller chercher des forces autour de vous. Allez. Nous, on est sûr depuis l'année dernière,
puisque comme je l'ai dit, donc les chefferies coutumières se sont positionnées en dehors du système, puisque le système, je l'ai expliqué, donc pose problème à ce qu'ils soient pris en compte. Donc ils se sont positionnés en dehors avec cette déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies sur leur territoire coutumier, 24 septembre 2024. Et là, cette année, on essaie de construire cette souveraineté sur justement leur zone d'influence coutumière pour que qu'ils puissent gérer les politiques publiques d'une certaine manière qui soit plus adaptée aux réalités du terrain avec les collectivités actuelles, les mairies, les provinces, etc. D'accord, merci. Et vous, Laurent ? Ouais, peut-être juste avant de venir sur le sommet Lacou, je voudrais juste rebondir. Là, j'arrive à parler des chefferies et des mairies. Dans nos discussions, parce qu'elles ont été multiples, ce qui est assez extraordinaire, en fait, ce qui est vraiment très nourrissant de notre côté, nous, occidentaux, c'est que, par exemple, quand on parle de démocratie participative, de tous ces mécanismes, et qu'on se retourne vers la civilisation kanak, en fait, on voit que eux, en fait, ils font ça depuis des générations et des générations et des générations. Et donc, il y a vraiment un enrichissement mutuel, là, à trouver, sans faire d'assimilation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un seul système. Au contraire, il s'agit de respecter les identités des uns et des autres, mais de savoir aussi comment les faire coopérer. Jean-Yves a trouvé, je trouve, une phrase, tu m'excuseras, Jean-Yves, si je te l'emprunte, mais qui est le pluralisme juridique, institutionnel, coopératif. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la Kanaky Nouvelle-Calédonie, il y a différentes organisations sociales. Il faut les respecter, il faut travailler, trouver comment on peut effectivement les articuler en respectant ces différences. Et il se trouve que à travers les mécanismes participatifs, si on les installe par exemple dans les mairies, on aura une forme de correspondance plus exacte que ce qui se passe aujourd'hui entre le mode d'organisation et de fonctionnement dans le milieu kanak et ce qui se passe dans les institutions classiques européennes, on va dire ça. Et pour, excusez-moi, la discrétion, mais... pardon. Ok, et donc, voilà, pour le sommet Lacou, c'est un peu comme Jean-Yves, nous on vient chercher effectivement du soutien, alors un peu financier, parce qu'on fonctionne évidemment avec que nos propres moyens, c'est parfois un peu juste, et puis aussi les relations. Les relations au niveau de l'Hexagone, au niveau de l'Europe, parce que les mécanismes participatifs dont je vous parlais, on n'en est pas les inventeurs, ils sont en cours dans le monde depuis une trentaine d'années, en Hexagone, en Europe, ça se développe, et donc on veut prendre ce genre de circuit pour trouver de l'inspiration et voilà, être meilleur. C'est très clair. Merci à vous deux pour vos témoignages, c'est très, très intéressant et très enrichissant. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage et beaucoup de collaboration à travers ce sommet et à travers toutes vos actions à venir. Nous allons enchaîner sur le prochain plateau qui nous emmènera en Polynésie française. Merci. Merci beaucoup. Nous revoici pour le Lacou Live Voix d'Outre-mer. On va remercier Betty Berthold d'avoir animé les 3 dernières émissions et on va poursuivre avec la Polynésie française. On va accueillir Jason Mann. Bonjour. Salut. Et Winnie Kissage. Bonjour, Yorana. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà, vous en apprenez tous les jours. On est vraiment ravis de vous recevoir. Moi, je suis Priscilla Ludowski, la cofondatrice du CLSE, collectif des luttes sociales et environnementales. Et on va donner la parole aujourd'hui à Jason et Winnie parce qu'on embarque pour un territoire qui est éloigné, qu'on entend peu. Et c'est aussi tout le but de cette émission. Et donc, on va leur demander de se présenter, nous dire un peu ce qu'ils font, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Jason, je t'en prie, dis-nous tout, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Ok, super. Du coup, moi, c'est Jason Temaoui Mann. Officiellement, je suis militant écologiste à temps plein depuis bientôt 10 ans maintenant.
Du coup, je suis né, et j'ai grandi sur l'île de Tahiti. Et actuellement, je suis chargé de plaidoyer du coup pour mon association qui s'appelle Temotu, chargé de plaidoyer surtout sur les enjeux climatiques. D'accord. Temotu, ça veut dire? Temotu, c'est l'abréviation de Temana Ote Umara, qui veut dire la force, l'énergie de la patate douce. Parce que je suis très attaché au Umara. Et donc, c'est une asso qui a bientôt 2-3 ans maintenant, qui s'est montée avec un petit collectif de jeunes à l'époque qui organisait les marches pour le climat. Et je me targue qu'on ait organisé les plus grandes marches pour le climat de tous les territoires des Outre-mer ces dernières années. Et donc ce collectif-là, il est principalement dédié à traiter l'écologie comme vraiment des crises existentielles pour notre pays et faire plus ce qu'on appelle de l'écologie politique. Eh bien, tu vas nous en dire plus dans une minute. Et on va passer à Winiki qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Tu es président de la FAPE, Fédération des associations de protection de l'environnement. Mais ça ne se dit pas comme ça en français. Comment tu dis? Alors c'est la fédération Te Ora Naho, qui signifie dire pour une vie harmonieuse. Voilà. Et c'est donc une fédération qui existe depuis plus de 30 ans, qui regroupe aujourd'hui plus de 60 associations. Et dont l'objectif est de justement créer du lien entre les associations, parce qu'il y a des associations qui se battent sur des multitudes de problèmes. Il y en a qui protègent les requins, d'autres les baleines, les vallées, les oiseaux. Il y a des associations qui militent pour la protection d'un site en particulier, par exemple une vallée, qui sont aux Marquises, qui sont donc, pour rappel, la Polynésie c'est grand comme l'Europe, donc il y a 118 îles qui sont éparpillées un peu partout, donc avec des spécificités. Hein. Certaines sont des atolls, avec un vrai souci par rapport au changement climatique, les effets qu'on aura. Et donc, on essaie de regrouper tout le monde, on organise des formations, souvent parce que les personnes, elles vont sur le net, elles comprennent des choses et pas forcément toutes. Donc, l'idée, c'est de s'unir et de pouvoir faire du lobbying, notamment par rapport à notre gouvernement, par rapport à l'État, par rapport aux entreprises. Et qu'on réussisse ensemble à préparer l'avenir pour nos enfants, puisqu'on s'inscrit vraiment dans un développement durable. D'accord. C'est important de rappeler que ce sont plusieurs atolls. En fait, peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur de la Polynésie dans l'écosystème marin, on va dire ça comme ça. On va rentrer un peu plus dans le sujet et tu as évoqué le dérèglement climatique. Je vais vous laisser réagir à la situation actuelle. Les experts nous répètent depuis des années que les impacts du dérèglement climatique vont s'intensifier un peu partout. Les territoires dits d'outre-mer sont en première ligne et font de la France le 15e territoire le plus vulnérable en raison de la vulnérabilité des territoires. Et la question que j'ai pour vous, c'est spécifiquement en lien avec ça, mais aussi encore plus spécifiquement par rapport à la montée des eaux et la protection des océans. Tu parlais des associations Winiki qui sont impliquées sur différents aspects de la protection des océans et de leur écosystème. On peut commencer par ça et que vous m'expliquiez un peu comment vos organisations se mobilisent sur cette question, que ce soit sur le terrain avec les activistes ou militants, ou peu importe, ou que ce soit aussi dans vos relations avec le gouvernement, et j'ai envie de dire les gouvernements, parce qu'il y a le gouvernement polynésien, mais il y a aussi l'État français. Alors comment ça s'articule tout ça? Je vous laisse réagir librement à tout ça. Ok. Vas-y. Moi, je peux commencer pour un peu élargir le constat du fait que, on a, sur les 118 îles, on a un peu plus de 80 atolls qui se concentrent principalement dans l'archipel des Tuamotu. Du coup, c'est des écosystèmes extrêmement fragiles. Dans l'imaginaire, on a tendance à se dire que l'eau va monter et puis l'île va être sous l'eau. Mais en fait, il y a des facteurs limitants qui arrivent avant ça, avant la submersion, notamment ces atolls et ces habitants, la végétation, je parle des habitants humains et non humains, dépendent de ce qu'on appelle la lentille d'eau douce, qui est une sorte d'accumulation d'eau douce de pluie dans le sol. Et ces lentilles d'eau douce, en fait, par capillarité, vont se saliniser avec la montée des eaux. Et à partir du moment où la lentille d'eau douce se salinise, les plantes vont commencer à boire de l'eau salée et la végétation va mourir. On a certains témoignages sur certains atolls de cocotiers qui commencent à jaunir, donc les feuilles qui commencent à devenir jaunes. Donc ça, c'est un signe qu'ils commencent à boire de l'eau salée. Et à partir de là, les atolls peuvent être considérés comme quasiment plus habitables. Et surtout les atolls de Polynésie dite française, il y a à peu près 18 000 personnes qui y vivent. Donc c'est 18 000 personnes qu'il faudra déloger, reloger, en considérant évidemment la violence extrême de ces personnes-là qui sont là depuis des générations, de devoir bouger de leurs îles.
C'est sur ces îles-là que sont enterrés leurs parents, leurs grands-parents. C'est sur ces îles-là que certains enfants veulent vivre. Donc c'est une assez grande violence. Et à côté de ça, en fait, il y a plusieurs facteurs limitants. Il y a le fait qu'il y a des migrations des populations de poissons, du fait que l'eau se réchauffe vers les pôles. Donc là, ça ferait moins de capacité à se nourrir. Les coraux, à peine à plus de degrés de réchauffement, ce qui va arriver autour des 2030. Donc c'est vraiment pas très longtemps. C'est très proche. C'est Très documenté, tout ça, on peut le trouver. Oui, tout ça, c'est documenté. Je me réfère beaucoup au rapport du GIEC. Il y en a un spécifiquement sur les petites îles. D'accord. Sur les impacts sur les petites îles. Et donc à 2 degrés, c'est 99% des coraux qui y passent. Il y a des petits espoirs par-ci par-là, mais rien de très solide. Donc il faut qu'on se prépare à ce qu'on perde une immense majorité, voire tous nos coraux, impliquant moins de récifs. Ça veut dire que les récifs vont pas se régénérer, c'est-à-dire que la houle va passer nos récifs et frapper nos îles beaucoup plus fort. Ça va accentuer l'érosion de nos plages. Ça va accentuer juste les attaques de l'eau sur les atolls. Ça veut dire moins de poissons, parce que dans les récifs, les poissons se reproduisent. Ça veut dire que les grands prédateurs vont se rapprocher des côtes. Enfin, les incidents seront vraiment énormes. Il y a une accumulation, en fait. Ouais. Un effet de domino un peu sur les différents impacts. Donc, on pourra moins manger. Et du coup, tout s'accumuler, c'est pour ça qu'on parle vraiment pour nous d'une crise et d'une menace existentielle et à échéance vraiment extrêmement courte. D'où le fait qu'on est particulièrement vulnérable et d'où le fait que nous, on va chercher à particulièrement se mobiliser, comme fait tout le Pacifique. Parce qu'on on doit se remettre dans un contexte de outre-mer, mais aussi de peuples polynésiens dans le Pacifique qui se bougent beaucoup. On va y revenir du coup avec aussi une dimension sociale. J'aurais des questions là-dessus. Winiki, comment se mobilise la FAPE? On se mobilise, appeler tout ce qui vient d'expliquer, effectivement, donc ça c'est la réalité. La Polynésie, c'est 25% des atolls du monde. Donc, on est en front line, comme on dit. Le Polynésien est résilient depuis des siècles. Il habite... le Pacifique a été peuplé en 900, 1000, donc il y a pas mal d'années. Ils ont subi des variations aussi à l'époque. Donc, la tendance à ne pas trop s'inquiéter. Ils pensent que c'est un cycle qui va revenir, mais que ça va aller bien, etc. Donc, c'est souvent assez difficile pour nous de convaincre les gens, de convaincre les maires de ces îles, etc. Mais ils constatent aujourd'hui, ils commencent à constater des choses. Et puis, il y a une vraie prise de conscience de tout ça. Parce que c'est visible? Parce que ça commence à être visible. Hein. Ça commence à être visible. Là où on allait se baigner, nous, petits, la plage, elle a reculé de 10-15 mètres, même sur les îles hautes. D'accord. Donc, on le voit bien, à l'époque, le long de la côte, il y a des routes où, à côté mer, il y avait des maisons qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent plus dire qu'il n'y a rien. Donc, on le constate. On constate, par exemple, quand on va à la pêche, à l'époque, on n'amenait pas de glacière. Il faisait assez frais. Le poisson était consommable tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas de glacière sur les bateaux. Le soir, quand on rentre, il n'est plus consommable. Donc, tout doucement, les gens constatent des vraies choses et ça a tendance, effectivement, à s'accélérer. Donc, nous, on vit dans le Pacifique, et le Pacifique, c'est un tout. Il y a quand même un lien culturel entre nous tous, et c'est aussi comme ça qu'on veut essayer de porter notre voix, parce que le changement climatique, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très, très graves pour nous, c'est notamment tout ce qui est pêche industrielle, etc., qui viennent impacter directement ces populations. Non seulement l'eau va monter, mais en plus, la pêche qu'on pratiquait facilement autour des îles, aujourd'hui, elle disparaît. Il y a une dimension culturelle sur la pratique. Il y a une dimension culturelle. Pendant longtemps, ces personnes ont vécu sur ces îles. Ça a été découvert en 1500 par les Espagnols, etc. Donc, il y avait des techniques d'agriculture, etc. Donc, on connaissait de réutiliser aujourd'hui, mais comme a dit Jason, les lentilles d'eau vont avoir de l'eau salée et ça va être difficile de les réutiliser. Ce qu'on essaie de faire, c'est notamment la première chose que je mets en avant, moi, c'est toujours l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les solutions. Voilà, les solutions, qu'est-ce qu'on met en avant? Donc, pour nous, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, on essaie d'organiser justement une agriculture qui existe et qui fonctionne sur ces atolls. On a vu pendant le Covid, il n'y avait plus de riz, c'était la panique. Mais avant les Européens, il n'y avait pas de riz. Hein. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de remettre en place des aires marines protégées parce que chez nous, dans notre tradition, il y avait déjà des aires marines protégées qu'on appelle des rahuis. Et donc, on leur rappelle que c'était déjà à l'époque, alors qu'il y avait moins de monde et des techniques de pêche moins efficaces.
Donc on essaie de remettre ça en place et de faire en sorte donc qu'il y ait déjà et qu'on réfléchisse, on s'inscrive dans une autonomie alimentaire. Là, une troisième chose, c'est que pendant longtemps, on a vu que sur chaque atoll, notamment, je parle surtout des atolls, parce que le point culminant, c'est 2 mètres, 3 mètres. Ouais. Donc c'est eux qui vont être impactés Directement. Il y a souvent des anciens villages. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas des îlots autour qui sont un peu plus élevés. Peut-être qu'il est bien d'essayer d'envisager les choses sur 30 ans, sur 40 ans. Peut-être essayer de gagner peut-être une génération. Ouais. On ne sait pas, parce que, comme le dit Jason, ça va être très, très, très difficile. Ça arrive très vite. Quitter, Ouais, on va conclure bientôt, mais je voulais quand même évoquer très rapidement la question sociale, de nous dire, vous avez déjà expliqué en fait, ça touche la question de l'autonomie alimentaire, donc la possibilité ou pas de se nourrir avec ses propres légumes qui poussent sur le territoire, de pas avoir à importer régulièrement, ne pas être dépendant de l'extérieur. Est-ce que vous avez, un impact social fort que vous voyez lié à ce que vous venez de dire, rapidement? Oui, la Polynésie, c'est un tout, mais c'est aussi un puzzle de plusieurs types de cultures. Et expliquer à ceux qui habitent les atolls, qu'on appelle les Tuamotu et les Paumotu, qui ont leur propre culture, leur propre langue, ils ont même deux, trois langues qui sont différentes, de dire que demain, dans 3-4 générations, vous allez plus vivre là, que vous allez devoir vous déplacer et venir sur les îles hautes, il y a quand même un impact qui n'est pas négligeable. Et peut-être qu'il faut organiser déjà ces choses à partir de maintenant, peut-être prévoir des endroits et essayer d'organiser les espaces pour les accueillir d'une manière conviviale et autre, quoi. Jason? Ouais, moi je dirais que la manière dont on habite nos îles aujourd'hui, elle est forcément extrêmement inspirée par les Occidentaux et les Européens qui sont installés chez nous. Mm-hmm. Et je trouve que cette crise-là, c'est vraiment l'occasion de repenser un peu la manière dont on habite. Par exemple, quand on parle de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, quand on parle d'atténuation de notre empreinte carbone, ça implique forcément de se tourner vers des façons de vivre d'avant. Et aussi, en fait, de dire un peu au revoir au capitalisme. Et ça a des impacts sociaux titanesques. Bien sûr. Parce qu'on a des disparités de richesse chez nous qui sont énormes. Et le tableau, c'est que même si on va avoir des Tahitiens qui vont forcément être riches, le tableau, c'est que la plupart des gens qui sont pauvres, qui vivent dans la précarité, c'est des gens de chez nous qui sont là depuis plusieurs générations. Donc ce sera vraiment l'occasion de le faire. Et sur la route de cette atténuation, de repenser notre habité de nos îles, ces gens sont sur le chemin et on les réen puissance, justement, quand on plante beaucoup plus nos îles pour que tout le monde puisse manger. Donc c'est très croisé avec déjà la remise en question du système tel qu'il fonctionne et d'aller vers une souveraineté alimentaire pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. On est au sommet Lakou, c'est la 2e édition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en un mot? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui? Le partage des expériences. On a tous pas subi, mais aussi on nous a un peu obligés à changer de comportement, de manière de vivre, etc. Avec un mélange des cultures. Nous, on reste très attachés à cette culture. Le sujet dont on parlait avant, si le Tuamotu disparaissent, c'est un peuple qui disparaît, c'est une culture qui disparaît. C'est fondamental. Et le fait de venir ici aujourd'hui, c'est justement, on se rend compte qu'on a pratiquement les mêmes problèmes qui se reproduisent. Donc le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et je pense qu'il faut vraiment que l'on s'unisse et qu'on partage ensemble ces choses-là pour trouver des solutions transversales. Pas dans une revendication difficile et par rapport à des blessures. On a tous eu des choses difficiles. Nous, on a eu le nucléaire, on a eu toutes ces choses. Je pense qu'on a un défi aujourd'hui qui va toucher toute la planète. Je pense qu'au travers de Lakou, on peut partager ces expériences. L'idée, c'est de s'entraider entre nous pour trouver ensemble des solutions basées sur la nature, notamment dans le respect des cultures, dans le respect des populations. C'est ça que je recherche. Jason, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ouais, moi je rejoins Winiki. Moi, ça représente le fait de faire corps et de construire une force politique pertinente, particulièrement pertinente du fait qu'on soit les premiers concernés et le fait que moi je considère que l'État français a une dette envers tous nos territoires. Donc c'est gagner en puissance pour pouvoir dialoguer tous ensemble pour faire poids et avoir plus de chances d'obtenir ce qu'on veut. Merci à vous deux. Donc c'était Winiki Sage de la FAPE et Jason Mann de Temotu. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Aruru, merci. Bonjour.
Alors, nous revoici. Cette fois, on vous emmène à Wallis et Futuna et en Guyane de nouveau. Et donc, on a avec nous 3 personnes qui vont nous parler de ce qui se passe sur ces territoires dans leur domaine de compétences. Et donc, on accueille Marie-Claire Newton, qui nous vient donc de Guyane et qui est coordinatrice pédagogie de la CEPANGUI. On a Mathilde Tetali, qui est secrétaire générale de Maoli Lele. Et Stéphano Vanaille, qui est secrétaire général de l'association Force ouvrière des consommateurs de Wallis et Futuna. Et tous deux, Mathilde et Stéphano, siègent au Conseil économique, social et environnemental de Wallis et Futuna. Merci d'être avec nous, bienvenue. C'est peut-être... Merci, Président. Ouais. Merci à vous. C'est peut-être le moment pour nous d'en savoir un petit peu plus, parce que là, on entend des noms d'associations, on entend des territoires, et puis des territoires qu'on n'entend pas beaucoup, malheureusement. Donc, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire ce que vous faites, principalement, et puis on rentrera dans le vif du sujet pour que les personnes qui nous regardent en sachent plus. Peut-être on peut commencer par Marie-Claire. Oui, eh bien bonjour. Donc comme tu as dit, donc Marie-Claire Newton, donc responsable pédagogique de la CEPANGUI. La CEPANGUI, ce que c'est donc société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Guyane, et qui justement dans l'objectif, la mission est de faire connaître, de sensibiliser autour de cette thématique, puisque le slogan de la CEPANGUI, c'est connaître pour mieux protéger. On part du principe que si on connaît bien son territoire, ses atouts, ses richesses et également aussi ses contraintes, eh bien, de façon naturelle, surtout on apprend à l'aimer, donc de façon naturelle, on trouve les gestes pour pouvoir préserver cette, comme on l'a dit, puisqu'on sait que la Guyane, je crois que c'est pratiquement 80% de la biodiversité dite française. Donc voilà. Et ça fait combien d'années que la CEPANGUI existe? Alors, la CEPANGUI a été créée en 1964. Donc, cette année, elle a fêté sa 61e année. Et je dis que c'est une réussite puisque, au bout de 61 ans, elle est encore aussi dynamique. Ce qui n'est pas évident pour les associations de tenir sur la durée. Aussi longtemps. Merci Marie-Claire, on va revenir à toi. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire ce que signifie Maoli Lele. Maoli Lele. C'est la bonne prononciation. Merci Priscilla. Donc avant tout, on tient à saluer l'ACO, de nous avoir intégrés dans le groupe. Donc Maoli Lele, c'est une association régie par la loi 1901, mais elle est aussi sous l'autorité coutumière de Wallis. Et ça veut dire, ça se traduit par bien vivre. Maoli Lele, c'est bien vivre. Et la particularité de l'association, elle va fêter ses 25 ans d'existence. Elle avait pour but de suivre le développement économique, social, culturel et environnemental du village. Et 25 ans après, elle œuvre pour le bien de la collectivité tout entière. Il y a eu un développement qui s'est produit à un moment donné. Peut-être on parlera quel a été le déclencheur du développement qui fait qu'aujourd'hui, l'activité s'est élargie. Mais merci, on va y revenir. C'est Stéphano, dis-nous tout. Donc bonjour et merci pour l'accueil. Pour ma part, donc comme l'indique le nom de la FOC, donc c'est l'association Force ouvrière des consommateurs de Wallis et de Futuna. Donc principalement, on représente donc l'ensemble de la population au sein des différentes instances qui vont justement travailler sur ces questions-là. Donc on est sur un territoire très éloigné de la métropole, très isolé. Avec une cherté de la vie assez exorbitante par rapport au niveau national. Et donc, on essaye, en fait, au niveau réglementaire, de faire évoluer les choses positivement pour permettre de garantir à la population des prix accessibles, surtout sur tout ce qui est bouclier qualité-prix, produits de première nécessité, produits de grande consommation, mais ça va aussi jusqu'à tout ce qui est transport comme les billets d'avion, ça peut être les frais bancaires aussi, et bien sûr l'énergie, que ce soit électricité ou gaz. D'accord. Peut-être qu'on va rebondir là-dessus immédiatement, et on va faire le chemin inverse. On va partir de Wallis et Futuna pour aller en Guyane ensuite. Et donc, en fait, quand j'entends ce que tu me dis, Stéphanos, j'entends la question de la vie chère. Et on a eu des mobilisations fortes aux Antilles, en Guyane, à La Réunion aussi, à différents moments de l'histoire, et jusqu'à très récemment sur les questions de vie chère. On entend peu parler de Wallis et Futuna. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Mathilde pourrait compléter après, sur comment ça se traduit, la vie chère, ça se matérialise comment dans la population. Qu'est-ce que vous menez, vous, comme action pour sensibiliser là-dessus? Et est-ce qu'il y a une écoute de l'autorité locale ou pas? Et voilà, peut-être un peu nous en dire plus, parce que simplement, on n'a pas du tout d'écho sur ce sujet pour votre territoire. D'accord. Pour cette question-là, nous concernant, c'est un sujet assez complexe. Effectivement, il y a la place des autorités aussi qui sont les décideurs et qui permettent de concrétiser en tout cas les demandes de la société civile. Pragmatiquement parlant, c'est plutôt dans les commerces et on privilégie tout ce qui est alimentaire. Donc, par exemple, augmenter notre liste de produits de première nécessité, c'est un grand pas en avant. On a actuellement 7 produits. Donc, farine, du poulet, du riz, du café, du sucre, vraiment ce qui est primaire pour la survie, on va dire, de tout être humain. On essaye d'arriver à une vingtaine de produits et l'intérêt, en fait, de cette démarche, c'est que ces produits-là sont exonérés de taxes. Donc, on a 30% de taxes d'entrée, ce qui est à peu près comme l'octroi de mer ailleurs en Outre-mer. Donc, cette exonération-là, déjà, permet de maîtriser les prix de ces produits-là qui sont consommés par l'intégralité de la population. Et ce travail-là, bien sûr, comme tu le disais, dépend aussi des autorités. Après, en termes de visibilité, effectivement, on est, comme je disais au départ, très isolé. On n'a pas encore eu de grande action non plus par rapport à ces questions-là pour le moment, puisque actuellement, il y a un projet de loi sur la vie chère qui est au Parlement. Donc, on est encore au stade des courriers où on demande justement que les dispositions en fait, de cette dite loi, au moins, soient applicables au territoire de Wallis-et-Futuna, puisqu'il y a certaines mesures, comme la péréquation du fret, qui peuvent être très bénéfiques à la population. Merci pour ce premier état des lieux. On va poursuivre avec Mathilde sur à la fois réagir sur la partie vie chère, mais savoir aussi comment ton association, Mathilde, elle répond à ces questions-là, mais avec aussi un croisement sur les enjeux environnementaux. D'accord. Oui, Stéphano maîtrise parfaitement le sujet. Et ils sont 2 associations actuellement qui siègent à l'Observatoire des prix. Donc, il y a la FOC, il y a aussi l'Association des consommateurs et contribuables qui maîtrisent parfaitement et qui sont à même de faire des propositions. Et pour revenir sur comment faire le lien entre la vie chère et puis l'environnement, je parlerai de la santé et l'environnement. Donc, la première solution qu'on demande, c'est demander à la population de revenir aux produits locaux. Parce qu'à Wallis-et-Futuna, ces produits-là, ils permettent au commerce de faire une bonne marge. Et puis, la population, ils peuvent se nourrir avec les produits du jardin. Et devant des résultats alarmants de l'enquête sanitaire, nous encourageons la population à revenir vers nos produits locaux. Il y a un enjeu social fort, en fait. On parle d'environnement, on parle de vie chère, mais c'est toujours lié à la question de la souveraineté alimentaire et comment on arrive à subvenir à ses propres besoins avec ce qu'il y a sur le territoire. Et de toute façon, il y a une préoccupation commune et un sujet commun à toutes les collectivités qui sont ici représentées, surtout quand on parle de réchauffement climatique. On ne peut pas parler de réchauffement climatique sans parler de sécurité et d'autonomie alimentaire. Oui, évidemment. Tout est lié. C'est ça. Et du coup, si je me dirige vers la Guyane sur les questions environnementales et comment on arrive à faire que les générations qui arrivent prennent le relais, en fait, de ces questions-là, ce sont les futurs représentants, les futurs gouvernants. Et en fait, comment sur un territoire comme la Guyane où effectivement, on parle de poumons, un des poumons de l'humanité. Enfin, tout le monde, on sait, il y a l'Amazonie, il y a une biodiversité forte. Il y a aussi un vivier de jeunes forts. Il y a un chômage fort. Il y a des préoccupations économiques qui, selon moi, mériteraient d'avoir un peu plus d'intérêt des pouvoirs publics pour faire que ces taux diminuent. Mais comment la CEPANGUI arrive à faire de la sensibilisation chez les jeunes, alors même qu'il y a ces sujets liés à la précarité ? Oui, tout à fait. C'est, comme on dit, c'est un véritable défi. Mais donc, la CEPANGUI, il faut savoir que ça fait plus de 30 ans qu'on fait de l'éducation à l'environnement en Guyane.
Et on voit de plus en plus, ça devient de plus en plus prégnant parce que effectivement, comme disait Mathilda, avec le changement climatique et puis même tous les nouveaux défis qu'on voit, puisqu'il y a aussi tout ce qui est arrivé à l'autonomie alimentaire. Mais c'est vrai que en fait, au niveau de la Guyane, nous, notre grand défi, c'est que faire pour que justement demain, on ait des jeunes qui puissent s'emparer justement, être en tout cas, susciter des vocations dans le domaine de l'environnement. Donc nous, il y a cette éducation à l'environnement qu'on fait dans les établissements scolaires en priorité. On va de plus en plus vers le grand public. Et puis c'est surtout que depuis quelques années, on a vraiment mis en place, même si ça continue, des outils qui soient vraiment adaptés à la Guyane. Parce que jusqu'alors, c'était souvent bien des outils qui venaient de France. Un exemple ? Par exemple, je prends un exemple. Nous, par exemple, on sait très bien, même au niveau dans le domaine scolaire, quand on apprend les animaux, etc. Je prends juste un exemple. Quand on demande à un enfant, donne-nous un fruit, par exemple, exotique, il va nous dire l'orange, la banane, ce qu'il y a chez lui. Donc, pour lui faire comprendre que non, en Guyane, voilà ce qui pousse. Ce qui est exotique, c'est la pomme, c'est la poire. Voilà. Et ce qui est de chez toi, bien, c'est justement l'orange, la banane. Donc, c'est voilà déjà ce genre de choses qu'on fait pour bien faire comprendre aux enfants que on est dans un territoire avec des réalités, ce sont ces réalités qu'il faut qu'ils connaissent. Donc, il y a ce qu'on fait, donc pas mal d'animations. Et puis, depuis l'année dernière, on a recommencé avec les clubs nature, donc avec les jeunes. Donc, pour l'instant, on accueille des enfants hors milieu scolaire de 8 à 12 ans pour justement mener en place des actions autour de l'environnement pour qu'ils puissent mieux connaître. Et là, à partir de cette année, on est en train de mettre en place, donc on participe à un projet qui est mené par le WWF Great Ocean. WWF, c'est ? Le WWF, c'est le World Wild Foundation, voilà. Et qui, eux, donc, ils sont plus portés, côté pêche illégale, parce que c'est vraiment aussi une grosse problématique en Guyane. Et que nous, à la CEPANGUI, justement, on est en charge de pouvoir mobiliser des jeunes. Les jeunes, donc là, on est en train de former, en tout cas de lancer, de mettre en place une équipe de jeunes ambassadeurs de la mer qu'on va former pour mener des plaidoyers auprès de la population pour sensibiliser sur la question de la biodiversité marine, mais également aussi auprès des autorités pour que ça puisse être pris en compte. Et ce serait déjà un premier pas pour qu'ils soient motivés, mobilisés, engagés. Mais je voulais simplement terminer pour dire que malgré tout, quand on regarde avec cette population jeune, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, on a quand même une grosse majorité qui se sont quand même concernés par il y a un intérêt. Voilà, il y a un intérêt. Voilà. C'est pas sans espoir. Non, c'est vraiment pas sans espoir, quoi. Là, on va poursuivre simplement en parlant de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on est réunis pour la 2e édition du Sommet LACOU, le Sommet des luttes sociales et environnementales, qu'on organise en tant qu'association. Et peut-être vous pouvez nous dire un mot parce que vous rejoignez le réseau. Donc, c'est une découverte. Est-ce que vous avez la sensation que ça vous apportera ou qu'est-ce que vous en attendez aussi? Ça peut être ça rapidement en un mot, chacune. Peut-être Stéphano. Ok, pour ma part, je suis très heureux d'être présent à ce sommet LACOU. Donc, j'avais un peu de doute au départ et du mal à y croire parce que réunir tous les Outre-mer autour des questions fondamentales, on va dire, de l'époque, c'est quand même un défi très ambitieux. Et c'est vraiment une formidable opportunité pour nous, surtout venant de très loin et un peu dépourvus de tout, de pouvoir partager et s'enrichir avec les différents camarades des différentes îles d'outre-mer. Et ça commence déjà très très fort et j'espère que toute la semaine, ça sera pareil. Oui, on va essayer de sensibiliser un maximum grâce à votre présence. C'est vraiment vous qui véhiculez ces messages-là. On parlera de l'eau, on n'en a pas parlé là, mais c'est important qu'on en parle. Il n'y a pas d'eau à Futuna. C'est vraiment un sujet qu'on va amener aussi sur la table et donc on en parlera samedi 4 au forum. Mathilda, un mot sur le LACOU? Oui, donc je rejoins ce que Fano vient de dire. Et l'avantage d'être un petit territoire comme Wallis et Futuna, c'est qu'on bénéficie en fait
de l'expérience des grandes collectivités. Donc, on voit ce qui n'a pas marché avec eux, qu'on essaie de nous orienter autrement. Mais l'avantage de nous retrouver ici, c'est que nous sommes tous dans les mêmes préoccupations. Nous avons déjà participé à des sommets, mais uniquement dans l'Océanie. Et le fait de toucher d'autres collectivités que nous nous retrouvons déjà au Comité économique et social, parce que nous sommes membres associés des Césaires de France. Et donc, c'est un petit peu dans la continuité. Et pour revenir à ce que Marie-Claire disait tout à l'heure sur l'éducation, il faut que toutes ces priorités, que le choix, par exemple, des cartes de formation soit en adéquation avec les réalités de nos îles insulaires. C'est important de le dire. Oui, ça rejoint la question de la déconnexion et du fait que on n'apprend pas les choses dans le bon sens. Avec l'exemple des fruits, c'est un exemple parlant. Tout à fait. Bon, de toutes les façons, enfin voilà, je rejoins effectivement mes deux camarades que j'avoue, au début, je savais pas trop ce que j'allais y trouver, même si j'avais vu le programme. Mais là, depuis hier, je me rends compte que en tout cas, je savais déjà le partage, l'échange, mais je pense que là, la présence ici, je crois que c'est au-delà de juste du partage, de l'échange. Se retrouver ensemble, c'est constituer aussi une force. Et je pense pour faire effectivement entendre nos voix, parce que même si on a effectivement des réalités différentes, mais on s'aperçoit que les préoccupations, comme tu disais, sont exactement les mêmes. Voilà. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu. C'est une exploration. On aura d'autres moments avec les personnes qui nous regardent. Elles pourront davantage en apprendre dans les autres espaces du Sommet Lacou. Et on va clôturer cette partie-là, mais on va laisser ensuite d'autres personnes prendre vos places du côté de Mayotte et de La Réunion. Donc à très vite. Merci. Merci, Priscilla. Alors, moi, c'est Sandrine Berthold, je suis cofondatrice du CLSE, et on passe vers l'océan Indien, avec Martine Nourri, présidente de Capacité à La Réunion, Anna Dominique, cofondatrice de Habitam à Mayotte, et Florent Forestier, président de Yes We Can It, également à Mayotte. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous dire quels sont vos principaux enjeux ? Honneur aux dames. J'adore. Alors, Martine Nourri, je suis sur l'association Capacité. Capacité, c'est une association qui part du principe que les gens ont tous des capabilities. Les capabilities au sens d'Amartya Sen, qui dit qu'en fait, on a tous un potentiel, on a tous une flamme qui nous permet de contribuer en fait à la société, et que pour ça il faut créer les conditions. Donc changer les conditions qui existent aujourd'hui pour permettre aux gens de s'engager, d'être partie prenante en fait de leur quartier et participer à la transformation socio-écologique du quartier. Donc en vrai, on fait de la transformation de système en allant sur des enjeux de justice épistémique, de sécurité culturelle, de résilience face aux catastrophes, et bien sûr en re-questionnant le système post-colonial et les endroits où on nous assigne en fonction des groupes socio-culturels auxquels on appartient. Merci Martine. Anna ? Bonjour, donc Anna Dominique, cofondatrice et gérante de Habitam. Donc Habitam, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, donc qui est à Mayotte, qui a pour mission de recycler les déchets plastiques pour en faire des matériaux de construction et du mobilier urbain par exemple, et le tout en insérant les personnes éloignées de l'emploi, donc en insertion par l'activité économique. Et Flo ? Alors nous c'est beaucoup plus simple. Donc je suis président de l'association Yes We Can It, et on est incubateur et agitateur, on fait ce qu'il n'y a pas. Donc c'est un créneau qui est assez large à Mayotte puisqu'il n'y a rien. Donc on a monté comme ça petit à petit la première épicerie solidaire, puis la première laverie, le premier bain-douche. Et notre modèle solidaire, c'est lié à l'écologie. Donc les gens ramènent des canettes usagées, d'où le nom Yes We Can It. Et en contrepartie, ils ont de l'alimentation moins chère. Et là maintenant, on boucle la boucle, puisqu'avec ces canettes usagées, on monte une fonderie et on va produire de l'aluminium recyclé localement. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup. Mayotte a durement été frappée par le cyclone Chido. Il y a des tensions sociales qui s'ajoutent aux défis des territoires multiculturels, avec les Mahorais, les Anjouanais et les Comoriens. À La Réunion, il y a Capacité qui agit aux côtés de la communauté précarisée. Comment vous faites pour accompagner ces populations fragilisées, et puis quels sont vos leviers pour trouver, surtout maintenir la solidarité? Le levier pour maintenir la solidarité à Mayotte, on a une petite facilité qui est bon, déjà quand on parle d'Anjouanais ou de Comoriens, on est géographiquement sur l'archipel des Comores, donc historiquement sont quand même les mêmes familles qui sont sur les 4 îles. Et puis il y a une spécificité, c'est que Mayotte est une île musulmane, et par exemple on parlait avec les Tahitiens, chez nous il n'y a pas de SDF. C'est pas possible que quelqu'un dorme dans la rue. Et après, on essaie de réinventer des modèles de financement et d'entraide, chacun à son niveau. La problématique qu'on a post-Chido, elle est environnementale, mais elle est surtout à l'heure actuelle, elle est alimentaire. Et on tire toutes les ficelles qu'on peut on est vraiment dans l'urgence, on est il faut faire manger des gens, soit en créant de l'emploi, comme on essaie de le faire par l'insertion, par l'activité professionnelle, ou en les faisant bouffer tout simplement, quoi. On est au degré 0 du développement. Par contre, on est au degré 8000 de la solidarité à Mayotte. C'est quand même un des gros avantages de cette île. Oui, en parlant de solidarité, c'est vrai que nous, à La Réunion, ce qu'on a essayé de faire, c'est de recréer les conditions de solidarité. C'est-à-dire qu'on est passé de gens qui habitaient dans des cases à terre, qui arrivent en immeuble avec des murs entre les voisins, qui ont plus d'espace de socialisation. C'est-à-dire que la vie de dehors, ce qu'on pouvait faire à l'extérieur collectivement, c'est beaucoup moins facile avec les normes, avec le fait d'habiter dans des immeubles. Donc nous, on requalifie, on réhabite des espaces à l'extérieur. On ramène les gens en leur disant, OK, mais là, c'est pas utilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait planter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on peut le réparer? Donc, on montre vraiment les possibles pour dire aux gens, non, on peut avoir des outils pour vous accompagner, mais de quoi vous avez besoin? Comment on le fait? Et nous, on apporte les compétences. On va chercher les prestataires, mais on est vraiment un révélateur de possibles sur le quartier. Et en faisant ça, les gens, ils se révèlent et ils se disent, ouais, j'avais oublié que j'étais puissant, en fait. Donc, on réveille ce côté puissance de j'ai de l'impact, je peux faire, et ce que je fais est utile pour le quartier, est utile pour la communauté. Et donc, c'est les gens qui se disent, si on est interdépendant et interutile, en fait, on va faire société, on va vivre ensemble. Donc, on repart vraiment à la base. Recréer ces conditions-là et dire aux gens, c'est chouette, en fait, d'habiter ensemble. Et puis, nous, on a été pas comme Chido, mais avec Garance et Bellal, coupé avec sans électricité, sans eau, avec plus de difficultés pour faire les courses et tout, on est obligé de compter sur l'entraide citoyenne. Et l'entraide citoyenne en temps de crise, elle est proportionnelle à la qualité de la relation avant la crise. Donc il faut nourrir cette qualité de relation. D'accord, merci. Et nous, du coup, par rapport à tout ce qui est solidarité, donc on a déjà de base un modèle qui est solidaire, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que l'ensemble de nos salariés participent à la vie de l'entreprise. Donc finalement, ils se l'approprient et ils décident ce qu'ils en font, eux aussi en même temps que nous. Ensuite, on a fait des choix de solidarité. On a fait le choix de ne pas recourir au chômage partiel, fait majeur, puisque du coup, ça veut dire puiser sur la trésorerie, donc amputer un petit peu le développement. Tout simplement pour ne pas que ces personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes, post-cyclone, dans leur banga détruit, sans avoir aucune activité extérieure. Donc nous, déjà, on a fait ce choix qu'ils puissent tous se retrouver. On a fait venir des intervenants, la Croix-Rouge, Thérapsy, pour qu'il y ait des groupes de parole, pour qu'ils puissent justement évacuer un petit peu, avoir cet exutoire. Et de manière plus globale, la solidarité, on espère à terme un jour arriver à faire une monnaie solidaire locale et circulaire, donc qui soit vraiment sur des acteurs, basé en fait sur des acteurs associatifs, des assos de quartier, qui puissent valoriser justement et animer en fait cette monnaie. Et également, on travaille un projet Fondation de France sur la réhabilitation de quartier avec des associations de quartier et sur le même principe un petit peu que ce que disait Capacité, justement, c'est discuter avec l'association de quartier, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur quartier, comment ils veulent le réaménager, et ensuite avoir toutes ces actions de sensibilisation aux déchets, de collecte et de recyclage, et construire, par exemple, un mobilier urbain qu'ils ont décidé. Ils veulent peut-être une table pour jouer
au domino, ils veulent peut-être une aire de jeu pour enfants. Enfin, mais c'est à eux de le décider, c'est pas à nous de l'imposer. Et à ce moment-là, co-construire avec eux, avec des matériaux locaux, avec de la récupération et du plastique recyclé, ces espaces. C'est bien, donc de la solidarité en co-construction. J'aime beaucoup cette idée. Donc on entend bien vos alertes. On espère qu'elles sont entendues et relayées massivement par les internautes. Merci d'avoir été avec nous pour cette première édition de l'ACU Live Voix d'Outre-mer. Un dernier mot peut-être concernant le sommet qui nous réunit, le sommet de l'ACU. Qui veut commencer? Oui, moi, c'est une superbe initiative. On a eu la première édition l'an dernier. On a eu énormément de plaisir à se retrouver. Il y a une organisation qui est impressionnante. Vous faites un boulot qui est proprement hallucinant parce qu'on est quand même un peu éparpillé. Il y a même des Tahitiens. Je savais même pas que ça existait, moi, Tahiti. Je sais pas d'où ils sortent, ces gens-là. Mais on s'aperçoit surtout en discutant entre nous, Wallisiens, Tahitiens, Guadeloupéens, Guyanais, Mahorais, Réunionnais, que on a exactement les mêmes problématiques. Mais à la virgule près, au mot près, au souffle près, on rencontre les mêmes problèmes. Et je pense pas qu'il y ait une internationale du complot de la débilité dans le monde. Ce qui veut dire que le point commun qu'on a dans tous les territoires d'outre-mer français, même avec 25 000 kilomètres d'écart, le seul point commun qu'on a, c'est le modèle d'administration des outre-mer par la France. Une espèce de post-colonialisme qui fait qu'on peut faire du copier-coller. Les problèmes sont identiques à Tahiti, en Guyane ou à Mayotte ou à La Réunion. On a exactement les mêmes problèmes et ça émane, mais alors directement du modèle français, qui est, je dirais pas le mot. Voilà. Pour moi, le sommet l'ACU, c'est une nécessité parce qu'en fait, on ne se rencontre pas assez entre territoires non hexagonaux, alors qu'effectivement, on a des compétences, on a des savoirs, on a des problématiques, on a des énergies, on a des modèles, on a des solutions qui existent et qu'il est important de partager parce que du coup, en les partageant, déjà, on se sent moins seul parce qu'on dit effectivement, on n'est pas les seuls, on comprend, on a une même compréhension du monde et du système post-colonial, mais en plus, on se dit aussi, pour moi, c'est une vraie conviction qu'on peut inspirer le modèle français sur, OK, il y a une république, mais la république, elle veut pas dire que on efface ces diversités. Ces diversités, c'est vraiment des forces qui doivent irriguer le modèle français pour pouvoir vivre ensemble. C'est ce que je voulais dire, en fait. Mais elle est pouf. J'avoue que j'ai un peu de mal à rebondir. Tu vois, c'est pour ça que je parle avant elle, moi. Donc déjà, je vais revenir à pourquoi l'ACU et qu'est-ce qu'on en pense. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà ça, l'opportunité de tous se retrouver, d'apprendre beaucoup de tout le monde, chacun avec sa diversité, son parcours et son engagement, avec chaque engagement un peu des militants, donc finalement on le vit et on vit un peu ces différentes problématiques à travers tout le monde, ça nous nourrit, ça permet aussi de relativiser parfois sur certaines difficultés qu'on rencontre, et puis voilà, d'apprendre, de prendre un petit peu partout et voir comment on peut l'adapter à notre territoire, et ce qu'on fait au niveau de notre territoire, comment on peut le dupliquer sur les autres territoires, puisque comme l'a dit Florent, les problématiques sont quand même assez communes. Vous dites merci au CLSE, mais le CLSE vous dit merci également, parce que c'est très important pour nous de réunir tous ces territoires, quelque chose qui se fait jamais et qui pourtant est très 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 important pour pouvoir faire avancer les problématiques de chacun. Je t'écoute Anna, tu veux dire quelque chose? Un petit mot pour la fin de la part de l'ensemble des salariés d'Habitam. Un grand merci au CLSE qui, dans l'urgence post-Chido, a pu bénéficier donc de soutien pour remeubler leur intérieur puisqu'ils ont tout perdu. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui, effectivement, Chido a fait des grands ravages et on a essayé de porter notre pierre à l'édifice à notre niveau. Je crois qu'il y a des initiatives encore là qui sont en cours auprès des enfants. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer puis faire que les Mahorais, enfin tous les habitants de Mayotte, disons, parce que c'est pas que les Mahorais, aient des conditions de vie dignes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous sommes ravis d'avoir pu vous proposer ce plateau. On vous invite à partager largement cette émission autour de vous. Nous, c'est le CLSE, l'organisation qui porte ce sommet l'ACU. Et nous remercions Underground Productions de nous avoir accompagnés sur cette programmation. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt.